La contribution, le titre de la contribution qui m'a été proposée était intitulée Enjeux éthiques de la communication interculturelle pour la paix dans le monde. Moi, j'ai juste gardé le titre et j'ai juste réduit mon échelle de valeur en me limitant à l'Afrique. Dans cette contribution, je vais articuler cette contribution en deux grandes parties. D'abord, je vais essayer d'introduire la communication interculturelle, ses défis, et c'est en rapport avec les considérations éthiques dans le contexte africain. Et en deuxième lieu, je vais illustrer mon propos avec une analyse de cas autour des débats actuels sur la restitution des biens culturels camerounais issus du contexte colonial en Allemagne et dégager les implications éthiques qui peuvent en découler. Permettez-moi tout de même de mieux contextualiser mon propos. Donc, la communication interculturelle peut être envisagée comme une approche à la croisée des disciplines comme l'anthropologie, la littérature, la linguistique, la sociologie, ainsi de suite. Mais elle est davantage une discipline universitaire, née en Amérique du Nord autour des années 60 du XXe siècle, avant d'être transplantée en Europe autour des années 80. Elle analyse les échanges, les interactions entre cultures différentes et propose des solutions qui en découlent. La question de soi et de l'autre sont au centre de ses préoccupations. En Allemagne, on dénombre une vingtaine de chaires de communication interculturelle actuellement. De nombreuses sociétés savantes et des revues scientifiques dans le domaine. Lorsqu'on observe la scène africaine, et particulièrement camerounaise, aucune université d'État, à ma connaissance, ne dispose d'un département de communication ou d'études interculturelles. La communication, les contenus interculturels sont cependant existants. Se dégagent des travaux de recherche des étudiants-chercheurs dans les disciplines comme la littérature comparée, les sciences politiques, la linguistique contrastive, etc. Pourtant, avec 300 langues nationales et 2 langues officielles, le Cameroun, à lui seul, peut être considéré comme un laboratoire de communication interculturelle et même multiculturelle. Les cultures diverses se côtoient au quotidien et se négocient de manière presque organique et inconsciente. En tant que discipline qui promeut le vivre ensemble, le faire ensemble, elle est nécessairement guidée par une éthique normative de la paix et des droits humains. La communication interculturelle en Afrique est encore en train de se construire. Donc, même si elle n'a pas été conceptualisée et implémentée de manière systématique, elle est au cœur du quotidien des Africains depuis la nuit des temps. L'impérialisme européen et la colonisation qui s'en est suivi n'a qu'accéléré les échanges et les transferts divers entre les cultures. Contrairement à ce que les médias occidentaux veulent nous faire croire, l'émigration africaine vers l'Europe, légale et illégale, ne compte que pour 10% de la migration vers l'Europe. Donc 90% des migrants africains sont intra-africains. Les migrations africaines sont intra-africaines. Donc je parle ici des mobilités des personnes et non des marchandises. Les Européens n'ont donc pas besoin de créer une armée appelée Frontex pour faire du bruit autour de leur économie, pour tourner leur économie en donnant du travail à leurs citoyens. L'extrême morcellement ethno-linguistique du Cameroun, du continent africain, et la relative faiblesse des États-nations
et institutions de socialisation nationale comme l'école, les médias nationaux, qui sont somme toute issus du découpage souvent arbitraire des territoires à l'époque coloniale, incitent à penser de manière différente, à travers d'autres configurations, le phénomène d'interculturalité. Il faut, en ce qui concerne la communication interculturelle en Afrique subsaharienne, être sensible aux identités multiples, complexes, plurielles, appartenances multiples des individus et des groupes. Dans aucun continent du monde, il n'existe une plus grande diversité linguistique et culturelle. Avec 3000 langues parlées par les communautés d'importance très variées, le continent africain est en effet le réceptacle de près d'un tiers des langues vivantes dans le monde. La diversité linguistique et culturelle de l'Afrique présente certes un défi pour la politique linguistique et scolaire et pour l'émergence d'un État-nation véritable, mais cette diversité constitue en même temps un atout, un champ d'investigation pour la communication interculturelle. Étant généralement multilingue, contrairement aux Européens, depuis l'enfance, c'est-à-dire en maîtrisant plusieurs langues et cultures, et étant confrontés dans leur quotidien à des membres de cultures différentes, ayant des valeurs, des rituels, des figures d'identification et des systèmes de pensée différents, les Africains, particulièrement subsahariens, disposent d'emblée et a priori d'une capacité de vivre ensemble avec l'autre, de convivialité avec l'autre. Ce sont là des prérequis à exploiter en matière de formation interculturelle. Donc la communication interculturelle s'apprend. Elle nécessite des connaissances, des savoirs, notamment des connaissances linguistiques pour être multilingue, culturelles, des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs agir. En conséquence, il faudra inscrire dans les parcours scolaires et académiques des modules de sensibilisation pour les problèmes et les défis que doit relever la communication interculturelle. En Afrique, tout comme en Europe, 3 processus historiques menacent la paix et interpellent la communication interculturelle en tant que discipline universitaire. Il s'agit du colonialisme, du monothéisme et de l'État-nation. Le colonialisme est caractérisé par la hiérarchie raciale qui crée des pensées binaires qui structurent nos imaginaires auxquels la communication interculturelle doit s'attaquer. Qu'est-ce que le colonialisme dans les faits? Le colonialisme en tant que crime d'État et règne de la terreur n'est pas seulement une histoire comme on a souvent entendu. C'est un système planifié d'injustice établi comme loi par des maîtres coloniaux. L'injustice a été conçue par des gouvernements des pays colonisateurs et exécutée sur le terrain en Afrique par leurs institutions et acteurs. Ce sont des marchands, ce sont des banques européennes qui ont fourni des prêts nécessaires à l'économie coloniale. Dans la métropole, la presse... Ne bouge pas, le diapo. Tu as la télécommande? Oui, je sais comment activer. Ok. Donc, dans la presse, je disais, la métropole a utilisé la littérature dans le monde universitaire et aussi les lobbyistes pour vendre le colonialisme au public comme mission salvatrice et civilisatrice pour les peuples dits à l'époque indigènes. Car il s'agissait d'un devoir humanitaire pour l'Europe. Ces acteurs et médias ont créé la compréhension pour la bonne cause coloniale. L'ordre normatif dans les colonies est fondé sur l'idéologie de la supériorité raciale. Selon ces lois coloniales, les peuples indigènes indisciplinés et insoumis devaient s'attendre à des exécutions sommaires, à des expéditions punitives pendant lesquelles les villages ont été brûlés, spoliés de leurs biens précieux.
à des châtiments corporels comme les 25 coups allemands, ou à des travaux forcés. Toutes ces mesures ont été légalement validées par le gouvernement de la métropole dans les journaux officiels et rendus publics. L'historien Osterhammel apporte un éclairage supplémentaire sur le phénomène du colonialisme. Je cite: la colonisation désigne, c'est ma traduction française, la colonisation désigne essentiellement un processus d'accaparement des terres. La colonie, un type particulier d'association politico-sociale des peuples, des personnes, pardon. Et le colonialisme, une relation de domination. Le fondement de ces trois termes est l'idée de l'expansion d'une société au-delà de son espace traditionnel. De tels processus d'expansion sont un phénomène fondamental de l'histoire du monde. Fin de citation. Donc, le second défi de la communication interculturelle concerne les formes de religion monothéistes. Celles-ci ont polarisé en Occident comme en Afrique le soi et l'autre, transformé les identités de leurs adhérents en réduisant leur pluralité et en accentuant comme trait identitaire dominant l'appartenance religieuse. Et parfois, elles ont incité à la haine de l'autre, à son exclusion, voire à son extermination, mettant ainsi radicalement en cause toute convivialité interculturelle au sein d'une communauté multiculturelle marquée par le respect des valeurs, des rituels, des figures d'identification et des systèmes symboliques de l'autre. Nous pouvons citer les réserves au Canada, érigées au Canada au XVIe siècle par les missionnaires chrétiens dans le processus de la conquête de l'Amérique, ou même l'évangélisation et la christianisation des peuples africains après la conférence de Berlin. Donc le projet de tous ces projets, de toutes ces actions étaient d'éloigner les Amérindiens, dans le cas du Canada, ou les Africains, de leur religion et de leur langue précoloniale, d'être transformés en Européens à la peau noire. Le troisième et dernier défi concerne certaines formes d'État-nation qui ont eu leur genèse en Occident et qui ont été transférées telles quelles en Afrique, qu'on peut appréhender comme nationalisme fermé, clos, apeuré, exclusif, définissant la nation comme élimination des intrus. On peut citer le cas des Juifs après la Deuxième Guerre mondiale, ou des immigrés africains actuels en Occident. C'est un nationalisme qui vit de l'inconscient collectif et il ressurgit lors des grandes crises. Crise sociale, crise économique, crise politique et actuellement même crise sanitaire. Ce nationalisme fermé par rapport au nationalisme ouvert, fondé sur la diversité, le multilinguisme, le partage de l'espace et de l'histoire, peut donner lieu à ce que l'écrivain et essayiste, journaliste franco-libanais Amin Malouf appelle à appeler identité meurtrière. Donc l'histoire de la Namibie allemande ou de l'apartheid après la Deuxième Guerre mondiale, ou plus récemment celle du Rwanda, nous renseigne suffisamment. Donc, je vais passer à mon analyse de cas en partant du principe que chaque nation a développé ses principes idéaux du vrai, du bon et du beau. On peut établir des parallèles entre l'Afrique de la fin du XIXe siècle sur la base de la métaphore de l'empire spirituel de Van Beethoven, das Geistige Reich. Au moment où l'Europe a pu utiliser ses chefs-d'œuvre comme marqueur d'identité dans le cadre de la construction nationale au XVIIIe siècle, la même Europe, au nom de la civilisation ou des Lumières, a empêché les peuples d'outre-mer de profiter des chefs-d'œuvre de leur propre classicisme. Ils ont profité de la conférence de Berlin que j'ai citée tout à l'heure pour reprendre d'assaut l'Afrique et de la vider de ses biens culturels.
le même art d'excellence que Beethoven a atteint en musique à Bonn et à Vienne a également été réalisé par les artisans africains à leur manière. Ils ont créé des chefs-d'œuvre qui étaient considérés comme des symboles de pouvoir par leurs souverains respectifs et qui ont été canonisés et reconnus par la communauté comme des biens culturels. Bon, je vais passer et présenter un exemple. Ici, on a la figure ancestrale. Ça, c'est le gonzo enlevé au peuple des forces, au peuple des Banso, dans les grandes villes en 1904, par la Schutztruppe, c'est-à-dire l'armée coloniale allemande. Et lors d'une expédition punitive coordonnée par Kurt von Pavel, commandeur de l'armée coloniale à l'époque. Il a été commandeur entre 1901 et 1904. La reine-mère, vous la voyez, était conservée au palais royal comme figure ancestrale symbolisant la cohésion du peuple soc. Vous voyez sa beauté et surtout sa valeur pour la société sont considérées, mesurées par les kouris. C'était à l'époque la monnaie de l'époque. Et c'est un signe de richesse et de fierté pour ce peuple. La seconde illustration concerne le tanguy. Le tanguy des doigts, la débélé, qui a été pris par le médecin ethnologue et explorateur allemand Max Büchner et se trouve depuis plus de 100 ans au musée ethnographique de Munich. Max Büchner était compagnon de voyage de Gustave Nachtigal qui a signé le contrat de protectorat avec le Cameroun et il a été autorisé à garder la souveraineté allemande entre 1884 et 1885 et pendant cette période il devait mener des expéditions punitives à l'intérieur de la côte et c'est à cette occasion qu'il a pu emporter le trône de Bélé. Bon, le tanguy en fait c'est le bec de pirogue qui pour le roi Locke-Prizio de l'époque était un objet matériel et spirituel en même temps, en ceci que le tanguy, d'après la cosmogonie des Sawa, était censé protéger le roi contre les noyades. Donc, le troisième, c'est le Manduyenu. Le Manduyenu, c'est le trône du roi Njoya. Et ce trône a été emporté par le gouverneur Théodose Heiss en 1907 et a été offert, on dit bien offert entre guillemets, à l'empereur Guillaume II comme cadeau. Mais l'histoire des recherches archivistiques montre que le sultan lui-même était obligé de porter ce trône. Vous savez comment ce trône, avec sa garde rapprochée, porter lui-même le trône de Fumban jusqu'à Boya, où se trouvait la capitale du Cameroun à l'époque. Et quand un souverain pose un tel acte dans notre contexte, vous pouvez voir les liens de vassalité qui pouvaient exister dans ces gestes. Un peu prenez, laissez-moi tranquille. Et lorsqu'on parle maintenant de don, je ne sais pas si c'est un don en fait. Je dois passer à la conclusion. 4 minutes. 3. Ok. Voilà. Je vais résumer, aller à la conclusion, mais tout en présentant quand même les conséquences éthiques de cet acte de spoliation. La question qu'on peut se poser est, disons, une question de rapatriement symbolique et peut se résumer en cette question que j'ai mise au tableau. Comment décentrer l'interprétation des musées
comme instrument de la construction de la nation européenne et de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire l'unité des musées, de l'État-nation et des contextes transnationaux aujourd'hui. La deuxième question, le deuxième questionnement concerne comment donner aux autres, aux silencieux, la parole pour parler des biens de leurs ancêtres et comment faire des musées aujourd'hui des espaces de coproduction de la connaissance sur le monde. Comment expliquer à la jeunesse européenne et à la jeunesse africaine que les uns ont la possibilité d'accéder à leur patrimoine et les autres en sont éloignés physiquement, économiquement et politiquement. Et enfin, comment partager plus équitablement la propriété coloniale héritée au sens plus large. Ce sont des préoccupations à laquelle l'éthique devrait donner une solution. Donc, je passe à la conclusion. La décolonisation et la restitution des biens culturels volés dans les musées européens sont liés. Après 4 siècles d'exploitation coloniale et de relations asymétriques post-coloniales, les Africains et les Européens sont arrivés à un point où des relations entièrement nouvelles doivent être négociées. L'art africain présent aujourd'hui dans les musées européens en est l'occasion. Vivre dans la justice, la fraternité, l'humanité est-il réservé aux seuls pays du Nord? Les symboles de l'excellence sont-ils des idéaux universels de l'humanité? Donc l'Afrique a besoin des relations avec ses partenaires qui la libèrent.